Ah, le printemps, les fleurs, le soleil qui revient, la vie qui reprend, les bébés canards qui apprennent à nager, les couples neufs qui semblent aussi légers et fragiles que les fleurs à peine sorties, visités timidement par quelques papillons qui... Comment ça, c'est pas le printemps? Enfin, c'est mis en visiteur, c'est forcément le printemps quelque part, non? Puis ça ne l'est pas quelque part. Accueillez l'esprit du printemps dans votre cœur, soyez amoureux, soyez ivres, soyez pleins de papillons et de fleurs. Ouais bon, je vois bien que vous êtes terre à terre là, et que mes fleurs ça vous intéresse pas. Bon bah, voilà, j'ai personne à qui les offrir en plus. Bon, je vais me contenter de les mettre dans un joli vase, comme ça, et puis nous, on va parler d'un nouveau film, avec du romantisme. Voilà, vous serez bien punis, vous serez bien obligés d'accueillir l'esprit du printemps dans votre cœur, hein? C'est parti pour Lancelot, premier chevalier. Avant de commencer cette vidéo, c'est pas une sponsor, mais je voulais vous rappeler que j'ai toujours besoin de vous pour continuer à financer la chaîne. En ce moment, c'est de plus en plus difficile de trouver des sponsors, et leur valeur a été quasiment divisée par deux. Comme je suis très regardant sur celles que j'accepte en plus, on va dire que financièrement, c'est pas hyper confortable ces derniers temps. Donc comme d'habitude, si vous voulez m'aider à continuer de produire autant de contenu, il y a la possibilité de s'abonner sur la plateforme KissKissBankBank. Le principe fonctionne exactement comme un abonnement à un journal, sauf que vous payez ce que vous voulez pour cet abonnement à partir d'1 €. Moi, ça me permet d'avoir toujours une base de rémunération pour travailler et de moins dépendre des sponsors et de leur bon vouloir, ce qui est toujours plus confortable évidemment. Et si tous les abonnés donnaient ne serait-ce qu'1 € par mois, 12 € par an, je peux vous garantir qu'on pourrait faire des projets absolument dingues sur cette chaîne. Donc voilà, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à m'aider comme ça, c'est ce qui me permet de produire toujours plus de contenu régulièrement, et puis si vous pouvez pas, c'est pas grave, il est hors de question que vous vous mettiez en difficulté pour m'aider, mais vous pouvez toujours partager les vidéos quand elles sortent, parce que en fait c'est déjà beaucoup. Pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin, j'ai également lancé une petite vente comme je fais régulièrement sur ma boutique histoireappliquée.com. Il y a quelques objets ayant servi au tournage comme le couteau gaulois de ma première forge par exemple, et d'autres que je fabrique, et ça aussi ça aide beaucoup. Je vous mets tous les liens pour ça et pour KissKissBankBank dans la description si ça vous tente. Merci beaucoup d'avance si vous voulez et si vous pouvez m'aider, et je vous laisse avec le sujet du jour. Lancelot, premier chevalier est un film de 1995 réalisé par Jerry Zucker. C'est assez étonnant parce que Jerry Zucker, il est surtout connu pour faire partie du trio Zaz. Rien à voir avec la chanteuse, c'est un trio composé de son frère David et de Jim Abrahams, spécialiste des comédies à l'humour un peu spécial comme Y a-t-il un pilote dans l'avion? Les trois compères ont impulsé tout un type d'humour américain. Pour autant, Lancelot, premier chevalier est tout à fait sérieux. Même si de nos jours, en le regardant, on peut avoir un peu de doute, oui, des doutes. On y retrouve Richard Gere qui joue Lancelot, ou plutôt une énième version de son personnage de beau gosse qui fait tomber toutes les femmes à la fin du XXe siècle. Sean Connery joue un roi Arthur des grands jours, sage et bienveillant, mais là encore, rien de bien surprenant, c'est-à-dire que dans ces années-là, Sean Connery jouait toujours le roi sage et bienveillant, voilà, Arthur, Richard Cœur de Lion, même quand il fait que des apparitions, c'est toujours lui, le roi, voilà. La galette des rois, ça doit être insupportable avec lui, je suis sûr qu'il gagne tout le temps, c'est... Ouais, bref. Les autres acteurs ne vous disent peut-être rien aujourd'hui, mais Julia Ormond dans Guenièvre s'est illustrée récemment dans Mad Men et The Walking Dead, et vous avez forcément reconnu Liam Cunningham en Aggrave. Mais si, Liam Cunningham Ouais bon, il a pris 30 ans depuis, voilà, mais si je vous montre cette photo-là, voilà, hein, c'est Ser Davos dans Game of Thrones. Ben Cross en méchant mêlé à gants complète le tableau, et c'est parti pour la glissade. On notera une musique très marquante aussi proposée par Jerry Goldsmith, un des compositeurs de musique de film les plus nommés aux Oscars dans la catégorie des meilleures musiques et qui a participé à des centaines de productions de films et de séries, une énorme pointure du genre. Bon, côté histoire avec un grand H, c'est compliqué de savoir quand ça se passe. Une des bonnes idées du film, c'est d'avoir cumulé les 3 époques de référence de la légende du roi Arthur. Parce qu'en fait, notre bon roi là, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il a existé, ou aurait pu exister d'ailleurs. La version que l'on connaît le mieux, c'est celle de Chrétien de Troyes, c'est-à-dire celle du milieu du Moyen-Âge. Pour autant, l'auteur a pu réutiliser des histoires plus anciennes, celtiques, ou de la transition entre la fin de l'Empire romain et le début de la période médiévale. Souvenez-vous, c'est le parti pris qui avait été utilisé par le film Le Roi Arthur dont on a déjà parlé. Pour autant, beaucoup des adaptations de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde ces derniers siècles, elles se sont plutôt servies de la fin du Moyen-Âge comme référence visuelle. La fin du Moyen-Âge, les grosses armures, les épées à 2 mains, tout ça, voilà. Le film prend donc le parti de piocher un peu dans tous ces trucs pour composer quelque chose qui se voudrait intemporel. Voilà. Et comment vous dire que l'intemporel, c'est pas facile à faire, et parfois
pas facile à maîtriser non plus, parce qu'en fait, on sait pas du tout ce qui sera dépassé ou non, et clairement, ce qui est dépassé, le film sait très bien nous le faire vivre aujourd'hui, hein, voilà, à tel point que ça en devient parfois gênant, régulièrement gênant. Souvent gênant, hein. On va pas se mentir, l'attitude de Lancelot envers Guenièvre, de nos jours avec l'évolution de nos sociétés sur les questions de rapport entre les hommes et les femmes, c'est gênant, alors que c'est considéré comme romantique à l'époque, ce qui montre bien la nécessité d'adaptation des histoires. Mais là, je crois que j'anticipe un peu sur ma conclusion, on va s'attaquer au matériel plutôt. Et comme le film a pris plein de bouts de trucs de plein de périodes pour composer quelque chose d'aussi d'aussi kitsch que rigolo à nos yeux contemporains, eh ben je vais faire exactement pareil. Les méchants. Alors oui, je dis les méchants parce qu'on est dans un film simple des années 90. C'est-à-dire que les gentils sont très gentils et les méchants, eh bien, ils sont très méchants. Voilà. Alors les méchants très méchants, ils sont tous habillés en nuances de noir et de marron, avec des épées, des masses et des haches de méchants. Voilà, des armures mal entretenues de méchants, du cuir à pointe de méchants, des arbalètes de méchants. Bref, ils sont méchants. Voilà. Alors aujourd'hui, ça vous semble peu crédible et complètement ridicule, mais dites-vous qu'au Puy du Fou, c'est encore ce qu'ils font. Bref, les méchants de Méléagant ont souvent des armures en cuir avec des clous plus ou moins gros dessus. Alors ça, c'est quelque chose de très classique dans l'imaginaire collectif, mais qui en réalité n'a jamais existé. C'est encore une belle invention de qui? Je vous le demande, toujours le même, le 19e siècle, évidemment. On a des variations dans les clous, parfois ce sont des clous pyramidaux qui viennent de cette armure suisse très célèbre, mais qui n'étaient pas destinés à la guerre, voilà. Non mais là je cherche des trucs, hein, mais comment vous dire que c'est ridicule de bout en bout, considérez que ça n'a jamais existé. Voilà, hein, jamais. On a des boucliers grossiers en bois sombre de méchants, probablement de vieux stocks récupérés sur des productions de films vikings, parce qu'on a parfois le fameux corbeau scandinave, ou des targes écossaises avec des clous et du cuir. De temps en temps on a des boucliers à pointe aussi qui correspondent assez mal à l'époque, mais ça fait méchant, vous comprenez? Sur les armes on a des masses à ailettes, exactement comme celle-ci, parce que ça fait super méchant, voilà, des grosses haches de vikings parce que ça fait méchant, des genres de coutelets de guerre et des fauchons parce que ça fait méchant, mais mal entretenus pour faire encore plus méchant, hein. Parfois on a des petits bouts de protection, une spalière pour l'épaule par-ci, un canon d'avant-bras par-là, mais Méléagant a même des coudières en plus de ses canons d'avant-bras. Alors évidemment il les a en bronze pour faire plus sombre et plus méchant. Ah mais je sais pas quoi vous dire, moi on est dans le plus pur cliché du méchant sale de cinéma comme on le faisait à l'époque. Enfin je dis, comme on le faisait à l'époque, mais en fait c'est exactement ce que font encore les séries de nos jours, ils mettent juste un peu moins de clous, et ils rendent les personnages plus humains. Voilà, hein, tenez, Vikings par exemple, c'est exactement le même principe. Des bouts d'armure en cuir, des armes qui font méchant, des bidules de fourrure, d'os et de métal un peu partout, et zou! Ah et puis ils ont tous des arbalètes de poing de méchants aussi, parce que c'est sale de tuer à distance, oh là là, les gentils ils font pas ça, non non non. L'arbalète de poing, c'est quand même assez récent comme objet, on a quelques exemples au XVIIe siècle, mais on ne sait pas bien si c'était utilisé réellement ou si c'était plus pour avoir un bel objet dans sa collection. En attendant, c'est très moderne. Oh, et puis on a Ralph, le second de Méléagant. Oui, il s'appelle Ralph, mais je sais pas, c'est pas moi qui ai écrit les noms, écoutez, genre, bref, il a une épée avec un tiers dentelé, voilà, il y a des dents sur son épée. Bon, ça a existé, mais pas du tout dans cette forme, et pas du tout aux époques qu'on a évoquées. C'est plus un truc de l'époque moderne, qu'on retrouve notamment chez les sapeurs. Ça permet de couper des trucs, d'aménager des espaces, ou de se frayer un chemin, construire des machins éventuellement. Donc historiquement, ça va bien sur ce qu'on pourrait décrire comme des sortes de proto-machettes, mais comprenez que pour le film, ça va surtout très bien pour un personnage de méchant! Mais pourquoi est-il aussi méchant? Voilà, méchants quoi, ils sont méchants, c'est des méchants, ça fait des trucs de méchants, ça parle de manière sarcastique comme des méchants, ça fait des blagues de méchants, c'est lâche et violent comme un méchant, j'ai pas dit que le film était subtil, hein, mais passons aux gentils. Les gentils. Bon bah écoutez, même principe, hein, comme les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils. Ils portent du bleu, la couleur universelle des gentils. Ils ont des armures de gentils brillants comme des miroirs, de belles épées de gentils. Ils sont propres comme des gentils, ils ont des valeurs de gentils, sont aimés par le peuple comme des gentils et font des regards dans le lointain de gentils. Mais si, des regards dans le lointain de gentils, vous savez ce truc-là, là. Bref, en dehors du constat des gentils qui sont des gentils, c'est kitschass à mort. La plupart des chevaliers portent une sorte de gambison bleu, c'est-à-dire un vêtement légèrement rembourré, mais qui correspond à aucune époque, hein, voilà. Ils ont des petites plaquettes métalliques pour protéger leur épaule droite, mais elles sont tellement espacées qu'elles protègent
Que dalle! Voilà, je pense qu'ils en avaient pas assez, alors ils ont fait comme si, en collant, ils en ont collé quelques-unes à l'arrache, comme ça, et puis hop, allez, ça roule. Côté gauche, ils ont une sorte de spalière pour protéger l'épaule, ça ressemble à un mini bouclier, ou une épaulière de Space Marine, je sais pas du tout, mais c'est dégueulasse, vraiment. Quand ils vont au combat, ils ont une cuirasse toute simple de la fin du Moyen-Âge, comme celle-là, des canons d'avant-bras de la même période, un bouclier en métal dont la forme rappelle celle du XIIe siècle, mais des boucliers tout en métal, c'est un délire, hein, ça n'a jamais existé, cette taille-là, vous imaginez le poids de l'engin, c'est inutilisable, hein. Les épées ne sont pas si pires, surtout à une époque où les connaissances sur le sujet étaient moins avancées qu'aujourd'hui, hein, bon point de vue pour le film, pourquoi pas. Elle ressemble globalement tout un peu à ça, simple et basique, mais ça passe quoi, hein, c'est pas... Ça veut juste pas s'en servir, hein, les 3/4 du temps, on dirait des poules qui ont trouvé des couteaux. Le seul point positif, c'est qu'ils ont compris que la partie pointue là, bah, c'est celle qui se met devant quoi. Parfois ils ont aussi des gantelets un peu nuls et des casques qui... Non mais vous avez vu ça? C'est dégueulasse, hein, vraiment. Ils font partie... je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est peut-être une base de salade, comme celle-là. Voilà, mais en rajoutant une autre visière infâme, disproportionnée par-dessus. Oh, je vous jure, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur des casques de déguisement dans des magasins de farce et attrape. Mais quel enfer! Quel enfer! Bon, ils ont des cottes de mailles avec tout ça, mais honnêtement, je sais pas d'où elles sortent. On dirait des cottes de mailles en canette. Enfin, alors oui, si vous connaissez pas, on peut faire... des cottes de mailles avec des bidules pour ouvrir les canettes, vous savez, ce machin là, est au milieu, et que j'arrive pas à retirer, ce truc là. En les mettant ensemble, on peut faire une cotte de maille, ouais, Bon, c'est très connu dans le jeu de rôle grandeur nature, mais évidemment, historiquement, ça n'a rien de cohérent. Hein, alors pourquoi je vous dis ça, moi, genre, mais bien sûr qu'une canette de coca au Moyen-Âge, ça n'a rien de cohérent. Voilà, bon, vous m'avez compris, les méchants sont méchants, les gentils sont gentils, le miel c'est doux, un peu comme vous. Ce sont de parfaits exemples de ce qui se faisait à l'époque en termes de symbolique de personnages, et le plus amusant c'est que si pour les gentils on a un peu dépassé ça, pour les méchants c'est encore la norme en fait, hein. C'est juste que de nos jours on aime bien montrer des méchants qui sont en fait les gentils, les personnages principaux. Ouais, d'ailleurs, il faudra qu'on en reparle de ça à l'occasion, parce que la fascination étrange pour les bandits historiques violents et malsains est quand même bien présente. D'autres trucs. Alors oui, parce qu'il y a quand même d'autres trucs, des civils par exemple, voilà, de temps en temps. Bon, les civils c'est facile, ils sont gentils. Voilà, donc si vous suivez la même logique, hein, la même logique que tout à l'heure, c'est la même logique qu'au Puy du Fou, si vous êtes gentil, vous êtes habillé en blanc, en bleu ou en couleur pastel, vous êtes joyeux, chrétien et heureux, tant que les méchants païens en cuir marron sale ne viennent pas vous pourrir la vie, bien entendu, hein. Voilà, plus rigolo, c'est que pendant toute la première moitié du film, Lancelot est gris. Hein, il n'a pas les couleurs vives des civils, il n'a pas les tenues éclatantes des chevaliers, il n'est pas dégueulasse comme les méchants, il est dans des teintes entre deux. C'est un personnage errant qui attend de se révéler, vous voyez, hein, gris. Alors c'est vrai que les archétypes au cinéma c'est important, mais par moments, wow, on nous propose quand même des trucs super audacieux, hein. C'est faux, c'est de l'ironie, calmez-vous. Côté costume, on est sur la base tenue basique comme à l'époque. Quelle époque? Aucune idée. Vraiment, ça fait comme si. Hein, de longues robes, des chemises en toile simple, des pantalons en forme, des bandes moltières parfois, des chaussures en cuir, quelques petits chapeaux en feutre. C'est vraiment civil médiéval générique. Hein, y a pas grand-chose à en dire. Mais point positif, comme nous sommes encore dans les années 90, il n'y avait pas encore cette manie contemporaine horrible à rendre tout le monde aussi crade que si c'était roulé dans la boue juste avant. Bref, après les gens en tenue de travail des champs sont un peu sales, mais pas de manière anormale. Et dans les villes ou pour les grandes occasions, les gens sont propres, voilà. Non mais ça me semble fou de devoir expliquer ça tellement ça me semble logique. Voilà, écoutez, difficile d'en dire plus, c'est tellement générique qu'il n'y a vraiment pas grand chose à en tirer, d'autant que la période est assez mal définie. Hein, le mobilier c'est pareil, il y a un côté un peu truc médiéval forgé, avec une bougie dessus, grosse table en bois, machin qui fait comme à le Moyen-Âge, c'est de l'arrière-plan. Au final, il y a peu à en dire. Hein. Le jeu de la boulie, là, c'est du délire complet, même si au Moyen-Âge, on connaissait bien la mécanique. Le gâchis d'acier pour faire des épées et des haches géantes pour un jeu où on peut se faire couper en deux, jamais de la vie, les gens auraient fait ça. Jamais. Il y a un moment, c'est rigolo, on a un personnage qui a un hoodie. Ouais, un scout à capuche, ouais, vous savez, ce modèle en toile un peu basique, qu'on trouve surtout dans les boutiques de hippies, là. Moi, je trouve ça délirant que ça passe dans un film pareil, mais et alors, c'est les années 90, on pardonne tout sur l'autel du kitsch, hein. Bon, puis il y a tellement de trucs de cette période qui reviennent à la mode surassumés de nos jours, comme les balades en sautoir, là. Sérieusement, est-ce qu'on avait vraiment besoin de sortir ça des errances de l'histoire de la mode? Quel enfer. Bon, je m'égare. Vestimentairement aussi, je m'égare.
Non. Non. Ouh là là. Non, non, je vais pas en parler, non. Parce que bon, hein, je l'ai déjà fait plein de fois. Et vous allez vous calmer. Non. Non, mais non, je vais pas en parler, non. Non, je vais réussir à pas le dire, me regardez pas comme ça. Les flèches enflammées, ça n'existe pas, voilà. Je l'ai dit, vous êtes contents? Ça n'existe pas. Les flèches enflammées, c'est non. Donc rappelons-le encore une fois, parce que le film en abuse au moins deux, que les flèches enflammées toutes simples, on sait pas vraiment faire ça de manière efficace avant la poudre noire. Et encore, hein, et ça n'a jamais été beaucoup utilisé dans l'histoire, c'est pour ça. Parce que tout ça, eh ben une flèche enflammée, c'est juste une grosse bougie, hein, et que si j'allume une grosse bougie comme ça, que je la lance très fort, elle s'éteint, hein, voilà, une flèche enflammée, c'est une grosse bougie, ça marche pas. Bah oui, bien sûr que c'est logique, bien oui. C'est pour ça que dans tous les films historiques qui utilisent des flèches enflammées, les archers tirent toujours hors champ, très proche du cadre, parce qu'elles s'éteignent en partant, les flèches, toujours. Alors cela permet de les cacher, de faire le plan suivant où elles sont en l'air de nuit, et hop, le spectateur n'y voit que du feu. Littéralement, tenez d'ailleurs, c'est rigolo ça. Après, il y a plein de micro-trucs intéressants, mais ce sont des micro-trucs. Le château de Méléagan, construit avec des pierres sèches, est partiellement détruit. Il explique lui-même que c'était une grande forteresse autrefois, qui fut démontée pour servir de pierre de construction aux villages alentours. Dans l'idée, ça se passait souvent comme ça historiquement, on avait tendance à beaucoup réutiliser les pierres de bâtiments inutilisés pour en fabriquer de nouveaux. On notera d'ailleurs, petite idée reçue qui a la vie dure, les oubliettes n'existaient pas, mais ça donne lieu à deux répliques du film que j'aime beaucoup. Voilà ce qui s'appelle une oubliette. Comme le mot l'indique, on vous y oublie. Pas de porte, pas de barreaux, pas de serrure. Pour tout mur, des courants d'air. Les fauteuils des chevaliers de la table ronde sont plutôt pas mauvais, les pâtisseries distribuées au peuple lors des jours de fête, ça arrivait, les jeux d'adresse organisés à cette occasion aussi. On voit une sorte de jeu de balle au début du film qui n'est pas sans rappeler la Sioule, qui serait l'ancêtre commun du foot, du rugby et du hand selon les règles, voire du hockey selon le matériel. Il y avait une version pratiquée à la crosse, c'est pour ça, mais les origines de cette pratique se perdent un peu dans le temps, on a des traces ici et là jusque dans l'Antiquité. Mais bon, c'est vraiment difficile de retracer une pratique très populaire, surtout quand ces règles ne sont pas figées. Voilà, on a plein de micro-trucs intéressants, mais des micro-trucs. Beaucoup de gens, y compris pas très fortunés, ont des épées. Contrairement à l'idée reçue, l'épée n'est pas réservée aux chevaliers, donc ça, c'est pas mal pour le film. Cependant, elles ont toutes l'air trop lourdes, ou pas assez lourdes, selon les besoins du scénario. On a des évocations de plein de trucs, mais finalement jamais rien de réellement pertinent. Lancelot Premier Chevalier est un film dont il fallait parler, pour beaucoup de raisons. Pour autant, c'est son arrivée récente sur Netflix qui a pu me donner l'idée de comment j'allais vous en parler. Les critiques sont acerbes et les réseaux sociaux sans pitié. Certains l'ont traité de navet et ses notes sur les sites de cinéphilie sont souvent assez mauvaises. Le film à sa sortie a pourtant trouvé son public et a rapporté plus de 2 fois ce qu'il avait coûté, en restant culte pour beaucoup. De nombreuses personnes s'en souviennent avec beaucoup de sympathie, d'émotion, de passion parfois. Comment expliquer un tel phénomène? Qu'un film soit aussi apprécié à sa sortie, et pour que ceux qui l'ont vu avant les années 90 puissent en garder une aussi bonne trace, alors qu'ils sont parfois déçus en le re-regardant aujourd'hui. Lancelot Premier Chevalier est une démonstration parfaite d'un concept bien connu. Une œuvre artistique n'est que le produit de l'époque qui l'a vu naître. Si certaines créations parviennent à dépasser le temps et gardent un succès année après année ou siècle après siècle, la plupart des œuvres vieillissent et passent de mode. Dans les années 90, un film au scénario simple avec Richard Gere qui jouait un beau gosse indépendant, Sean Connery en personnage un peu âgé et sage, avec du romantisme à tous les étages, c'est un classique. Avoir une thématique historico-littéraire comme toile de fond n'est qu'un prétexte qui ne dénote absolument pas à l'époque. En fait, Lancelot, c'est un pur produit des années 90. Il était parfait pour cette époque, avant la grande vague de changements dont nous avons déjà parlé, emmenée par Braveheart, puis Gladiator et le grandiose du Seigneur des Anneaux. L'histoire sombre et réaliste n'avait pas encore vraiment la cote et servait souvent de toile de fond pour des comédies sans prétention ou des histoires simples. Dans le cas de Lancelot, on est sur une pure comédie romantique avec le côté romanesque d'une histoire à l'ancienne. Une princesse douce et gentille, un roi bon et sage, un méchant très méchant, un héros un peu canaille mais qui cache une grande sensibilité. Je suis sûr que cela vous évoque beaucoup de choses parce que ce sont des classiques.
Mais le fait est que depuis presque 30 ans que ce film est sorti, le cinéma d'inspiration historique a vécu des mutations profondes. Le changement de ton qui pointait son nez dans les années 90 est devenu la norme. Le développement croissant des séries est venu balayer notre conception de la narration cinématographique. L'avènement des réseaux sociaux a créé des bulles de partage rendant les publics à la fois plus cultivés, mais aussi bien trop difficiles, parfois sans recul sur ce qu'ils regardent. Au-delà de ça, c'est aussi la société qui a évolué. La figure de la princesse douce et gentille, mais qui doit aller chercher salut et protection auprès des hommes, parfois bien plus âgés, cette figure, elle n'est plus tellement appréciée. Le Lancelot un peu forceur du début du film, il aurait bien plus de mal à passer de nos jours, quand bien même il évolue au fur et à mesure en découvrant ses propres valeurs, ses propres sentiments. C'est pas inintéressant, parce que cela montre bien le chemin parcouru par la société depuis 30 ans, même si elle va continuer à avancer. Le tout est de prendre ça pour ce qu'il est. Lancelot est absolument emblématique des années 90, et il est bien difficile de l'en sortir. Ça nous montre aussi l'importance de l'adaptation à une époque pour trouver son public, faire passer son message ou transmettre des choses. Lancelot est dépassé, et nous le voyons bien, alors que l'histoire des Chevaliers de la Table Ronde et du Roi Arthur est une de celles qui sont encore le plus adaptées au cinéma, en série et ailleurs. Finalement, est-ce que reprocher à Lancelot d'être ce qu'il est n'est pas comme reprocher à un film en noir et blanc de ne pas avoir de couleur? On peut évidemment être critique, réaliser le chemin parcouru et s'en féliciter, mais cela reste un film des années 90. À titre personnel, je ne peux pas m'empêcher de regarder ça avec une certaine affection, un sourire aussi amusé que bienveillant, comme on regarderait des photos d'antan mais sans s'illusionner sur les mœurs parfois discutables de ces époques. Lancelot nous rappelle d'une certaine manière la façon dont il faut aborder l'histoire. La grande histoire, mais aussi la nôtre, individuelle. Le passé, c'est le passé. Chaque page écrite dans notre grand livre nous amène à celle que nous écrivons aujourd'hui. Ça ne nous empêche pas de relire ces pages avec intérêt, avec bienveillance, émotion et parfois un brin de nostalgie. Mais nous ne devons jamais oublier qu'un livre s'écrit page après page et que les histoires avancent aussi. Regarder le début de l'histoire avec honnêteté et critique n'empêche en rien de l'aimer, mais la vie est sur la page blanche suivante. Au Moyen-Âge, les moines copistes avaient parfois l'habitude de récupérer des parchemins, les gratter pour en faire disparaître l'encre et réécrire leurs propres histoires par-dessus. À titre personnel, je n'ai pas envie d'effacer le passé pour réécrire par-dessus une histoire qui m'arrangerait mieux, d'autant plus qu'avec les moyens modernes, on arrive quand même à retrouver l'histoire qui a été grattée. Alors, voyons Lancelot pour ce qu'il est, un témoignage des années 90. Se rappeler qu'il était assez à la mode à l'époque pour faire rêver toute une génération d'adultes et d'enfants, mais constater son côté dépassé, et savoir être critique sur certaines de ses approches. En bref, savoir faire la part des choses pour les aborder avec honnêteté, exactement comme l'histoire avec un grand H. Et ça, nous en reparlerons.